Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Pierre Moscovici. Bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Nommé à Matignon dans un contexte de crise politique, de crise financière et de crise sociale, Michel Barnier veut agir vite. C'est en tout cas ce qu'il a dit à son arrivée à Matignon. L'ancien négociateur du Brexit, accusé par LFI de participer au coup de force d'Emmanuel Macron, est-il l'homme de la situation? Que doit-on attendre de lui? Quelles doivent être ses priorités pour établir les finances publiques, éviter la sanction des marchés, la sanction de la Commission européenne et des agences de notation, et répondre aussi aux attentes des Français en matière de pouvoir d'achat, de sécurité ou encore d'immigration. Mais pour commencer, Pierre Moscovici, quel bilan vous faites de la séquence politique qui a commencé avec la dissolution et qui s'est achevée avec la nomination de Michel Barnier à Matignon? Et vous remarquez que j'étais président de la Cour des comptes, donc je ne suis pas vraiment là pour faire le bilan. Vous Ouais, pouvez voir telle ou telle question. Et puis vous avez connu Michel Barnier, donc... Je connais bien Michel Barnier. Il se trouve que le hasard de la vie a fait que je lui ai succédé 2 fois. En 97, j'étais ministre des Affaires européennes après lui, puis en 2014, commissaire européen après lui. Et donc vous serez premier après lui. On dit jamais le sang droit, mais c'est pas vraiment, je pense, c'est pas ce à quoi je pensais en disant ça, c'est juste pour dire que je le connais bien et depuis longtemps. C'est un homme qui a une foi européenne indéniable, il est solide, il est expérimenté, puisqu'il a près de 50 ans de vie politique. Vous vous souvenez ce que disait Mitterrand de Fabius, le jeune Premier ministre que j'ai donné à la France? Là, on peut dire Emmanuel Macron, le vieux Premier ministre que j'ai donné à la France. C'est ça que vous dites? Non, je ne ferai pas de commentaire de ce niveau. Non, c'est un homme d'expérience, c'est pas du tout dans... Moi, je ne suis pas un jeuneau, et donc c'est plutôt une qualité. Il sait négocier, en effet. J'étais commissaire européen quand il était négociateur du Brexit, j'ai assisté à sa façon de faire. Et il était, en effet, en train de prendre sa place dans la crise que vous décrivez. C'est une crise politique, et puisque vous parlez de la séquence... La crise politique n'est pas dénouée. Il reste à l'Assemblée nationale 3 blocs. Il reste une absence de coalition majoritaire. Et c'est au milieu de cela que le négociateur du Brexit va devoir maintenant naviguer. C'est pas simple. Là, il faut un cap. Et il faut aussi être capable de trouver son chemin. Il y a une crise sociale, la question du pouvoir d'achat, la question des retraites sont des questions qui sont là. Et il y a une crise, non pas une crise, mais une difficulté financière, notamment en termes de finances publiques, et c'est un sujet qui est incontournable. Donc il faut du courage, de la réussite, de la chance, je lui souhaite tout ça. Alors, justement, Michel Barnier a débuté son mandat de Premier ministre en disant qu'il n'était pas là pour faire de l'esbrouf. Ce serait quoi, faire de l'esbrouf? Et ce serait quoi, ne pas faire de l'esbrouf? Mais vous me posez des questions tellement vagues. Non, l'esbrouf. Mais l'esbrouf... vous avez été ministre de l'économie et des finances. Si vous me posez des questions précises, je ne peux pas commenter les propos de Michel Barnier. Je sais pas ce qu'il mais ça serait quoi de l'esbrouf je ne sais pas, son poste. Frédéric Aziza. Si ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a des problèmes sérieux en France, et moi, pour ma part, dans le domaine économique et social, j'en vois 3. Je pense en effet que la question du pouvoir d'achat est une question qui est toujours pendante. Il y a des attentes sociales qui sont fortes, sur notamment les bas et moyens salaires, avec toutes les difficultés que ça peut soulever, et je pense que ces questions doivent trouver une solution. Il y a deuxièmement le débat sur les retraites. Il n'est pas clos. On a bien vu dans toute la séquence politique qui vient de s'écouler qu'il y avait des interrogations. D'ailleurs, j'ai noté que Michel Barnier avait fait de légères ouvertures. Enfin, il y a la question des finances publiques. Et de ce point de vue-là, disons-le, Michel Barnier arrive dans une situation de finances publiques particulièrement sérieuse, que pour ma part je qualifierais de préoccupante, qui doit être traitée sans délai, traitée fermement. Michel Barnier a dit, c'est peut-être une autre façon de parler de l'esbrouf, qu'il voulait dire la vérité aux Français sur la double dette financière et écologique. J'approuve ça complètement, mais je vais ajouter une chose de plus. Non seulement il faut dire la vérité, mais il faut agir en vérité, et agir résolument. Car il est temps, il a parlé de rupture, de changement, il est temps de marquer une rupture dans la gestion de nos finances publiques, il est temps d'entamer enfin la décrue de nos déficits. Nous sommes dans une situation où les déficits français ne cessent de monter, alors que les déficits de nos voisins se réduisent. Nous nous éloignons non seulement des règles européennes, mais aussi de nos principaux partenaires de la zone euro. Michel Barnier a été, comme moi, commissaire européen, il sait ce dont il s'agit. Et là, il y a un impératif, c'est-à-dire de retrouver le chemin de la convergence avec l'Europe. Voilà, si ne pas faire d'esbrouf, c'est traiter tout ça, j'approuve. Traiter tout ça, et vous dites depuis jeudi que... Bercy a dit depuis le milieu de la semaine que le déficit sera
non plus de 5,1%, mais de 5,6%, ce qui est colossal. D'abord, comment en est-on arrivé là? Est-ce que c'est le bilan des années Macron ou est-ce que c'est l'accumulation de 40 ans de dérives budgétaires et de mauvaises décisions? Et puis, comment on arrive aux 3% de déficit imposé par Bruxelles? Je ne suis pas là pour porter le jugement sur telle ou telle année. Je veux dire simplement les choses. C'est vrai que la France a un problème chronique de gestion de ses finances publiques. Depuis quand? Nous sommes, c'est la 50e année Voilà. sans que nous ayons un budget en équilibre. Mais C'était le cas quand vous étiez à Bercy, donc. Hein. Absolument. D'ailleurs, moi-même, j'avais hérité d'une situation avec un budget à 5,2% et je l'avais ramené en 2 ans à 3,9%. Donc, c'est pas impossible de réduire les déficits. Après, il faut trouver le chemin. Avec François Hollande, à l'époque, nous avions pris le parti, dès que nous étions arrivés, de dialoguer avec la Commission européenne, de trouver une solution avec Bruxelles. Et nous avions entamé, c'est coûteux politiquement, le chemin de la réduction des déficits. Ça nous a coûté d'ailleurs très cher à l'époque. Mais très cher politiquement. Politiquement. Je ferme cette parenthèse pour dire quoi? C'est que tout de même, les dernières années sont des années exceptionnelles. Sans remonter à la nuit des temps, je dirais qu'il y a eu, disons, 2 phases. Il y a une première phase qui est la phase Covid. Pendant cette phase-là, la France, comme ses partenaires, a déployé ce qu'on a appelé le quoi qu'il en coûte, des mesures exceptionnelles pour sauver des vies, pour sauver les entreprises, pour préserver le système de sécurité sociale. Et ça a été une décision juste? Absolument. Et la Cour des comptes, j'étais déjà président à la fin de la crise Covid, l'a validé en disant quand arrive en effet une pandémie de cette nature qui est une menace pour l'humanité, on ne compte pas. Il faut bien sûr bien gérer l'argent, mais c'est plutôt fonctionné. Le quoi qu'il en coûte était validé. Cela dit, nous intervenions déjà sur une situation dégradée puisque nous avions déjà 15 points de dette publique de plus que la moyenne de la zone euro et nous avons rajouté 15 points là-dessus. Bon. Ensuite, que s'est-il passé? Une deuxième phase que je parle toujours comme président de la Cour des comptes, c'est comme ça que je suis ici. Nous avons considéré comme peut-être plus discutable. C'est-à-dire qu'au moment où nos partenaires de la zone euro, après le quoi qu'il en coûte, ont commencé à ralentir sur les dépenses publiques, nous n'avons ralenti en rien. Nous avons accumulé toute une série de dépenses pointillistes, c'était un peu ce qu'on appelait la politique du chéquier, et surtout, il y a eu un choix qui a été fait, qui a été le bouclier énergie, c'est-à-dire face à l'inflation. Et là, vous avez toujours dit que c'était une erreur. Une erreur, je n'ai pas parlé comme ça, je dis simplement que c'est beaucoup plus discutable. Pourquoi? Parce que d'abord, ça coûte très cher, ça représentait comme 40 milliards d'euros, et ça pèse, et aussi parce que, à mon avis, ça n'a pas bénéficié uniquement aux consommateurs, mais aussi aux fournisseurs d'énergie, et ce n'était pas fait pour ça. Qui n'ont pas été suffisamment taxés? Alors, effectivement, ce qu'on appelle la CRIM, la taxe sur les rentes inframarginales, était prévue pour rapporter une dizaine de milliards d'euros. Ça a rapporté 600 millions d'euros. Elle a été mal calibrée. Elle est utilisée au mauvais moment. Enfin, toute une série de choses. Et on peut l'utiliser aujourd'hui ou pas? Peut-être. Ça fait partie du débat à venir. Ça, oui, justement, c'est une question que je vous pose. Ça fait partie du débat à venir. Est-ce qu'on peut récupérer ces 10 milliards aujourd'hui? Ah non, on ne peut pas récupérer ces 10 milliards, c'est fini. Parce qu'en fait, on a commencé à mettre en place la taxe au moment où l'inflation diminuait. Donc, c'est terminé. Donc, il faut peut-être faire autrement. Mais ça nous renvoie au débat fiscal. Donc, si vous voulez, il y a eu ces 2 phases. Et ces 2 phases ont fait qu'en effet, nous avons accumulé pendant cette période-là un montant de dette et un montant de déficit énorme. Incroyable. Et ça nous amène à la situation dans laquelle, en effet, le déficit français, alors qu'il devrait réduire depuis quelque temps, ne cesse d'augmenter. Nous avons eu 4,9 l'an prochain, nous étions prévus pour avoir 5,1 cette année, 5,5 l'an prochain, pardon, 4,9, 5,5. Nous devions avoir 5,1 cette année, nous aurons 5,6. Et ça peut être plus que 5,6 ou pas? On attendra les chiffres. Ouais. Mais disons que ce qu'on constate, c'est 2 choses. D'abord que la dépense n'a pas ralenti, et ensuite que les recettes fiscales rentrent moins. Est-ce que ça veut dire que le budget est insincère? Non, il n'est pas insincère. Ça veut dire juste que nous sommes dans une situation où il faut traiter cette situation. Là, je préside ce qu'on appelle le Haut Conseil des finances publiques. Nous n'avons pas estimé qu'il était insincère. Je déteste parler d'insincérité parce que qui dit insincérité dit volonté de tromper. C'est pas ce qui s'est passé. En revanche, on n'a pas maîtrisé les choses. Et les 6,2% l'an prochain? J'y viens parce que ça, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'en réalité, passer de 5,1 à 5,6, ça représente une dérive de 14 milliards d'euros. Mais l'an prochain, on passera à 6,2% à politique inchangée. 6,2%, ça veut dire qu'il y a une dérive de 60 milliards d'euros. Et on pourrait même passer à 6,8 l'année d'après, alors que nous devrions être à 3. Donc là, on arrive dans des zones où il n'y a plus d'options. Il faut vraiment intervenir. Et vraiment intervenir, non pas pour l'Europe, non pas comme une contrainte, mais pour nous-mêmes. Parce qu'un pays qui est trop endetté, on aurait à ce moment-là 124% de ratio dette sur PIB. Pour donner les chiffres, ça veut dire qu'on aurait une dette publique de près de 4 000 milliards d'euros. On aurait un remboursement annuel de la dette
C'est-à-dire, chaque année, il y a une charge d'intérêt, on la paye, qui serait passée de 25 milliards en 2021 à, je ne sais pas, 90 milliards peut-être en 2027. C'est tenable ou pas? Tenable. Ou ça rend la France un pays en faillite? Non, moi je n'ai jamais prononcé ce genre de choses-là. Je laisse ça à d'anciens premiers ministres. Ça fait très longtemps d'ailleurs. Et la France n'est toujours pas en faillite. La France est un pays solide. La France remboursera toujours sa dette. On n'est pas dans une situation à la Grèce? Pas du tout. On risque pas de mais il y a quand même deux risques très importants. Et je veux les expliquer à vos auditeurs. Le premier, c'est que quand on est trop endetté, on n'a plus de marge de manœuvre. Chaque euro qu'on consacre à rembourser de la dette est un euro en moins pour, selon les options politiques, l'éducation, la sécurité sociale, la sécurité, l'immigration, tout ce qu'on veut. Chaque politique publique coûte. Et donc, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que un pays, et je n'oublie pas l'écologie, parce que nous avons besoin d'investir massivement dans ce domaine-là, un pays qui a chaque année 90 milliards d'euros de dette à rembourser est un pays qui est impuissant sur le plan de son action publique, et on sait à quel point c'est important pour nous. Et la deuxième chose, c'est que le risque, c'est que, effectivement, vous l'avez dit, il y a la Commission européenne, il y a les marchés. Voilà, je vous pose la question pour nos auditeurs. D'abord, quelle doit être la nouvelle trajectoire, puisque la trajectoire initiale, c'est 3% en 2027. Et surtout, comment doit-on l'expliquer à la Commission européenne qui a enclenché une procédure pour déficit excessif? Je vais d'abord poursuivre ce que je voulais dire, ou le terminer. C'est-à-dire que l'autre risque, c'est qu'au bout d'un moment, si on nous observe et qu'on constate que, je sais pas, que les déficits allemands sont à 1%, les déficits français à 6 ou 7%, on prend toujours de la dette française, mais la prime de taux d'intérêt devient beaucoup plus élevée. Ce qu'on appelle le spread s'écarte, et à ce moment-là, on est aussi étranglé financièrement, et ça renchérit encore plus le coût de la dette. Voilà pourquoi il faut réduire la dette. Réduire la dette pour retrouver de la marge de manœuvre pour investir et déployer nos services publics. Réduire la dette pour éviter de décrocher avec nos partenaires et de subir un coût financier qui pèse fortement sur la totalité de notre action et aussi, in fine, sur les consommateurs. Et alors un coût financier et qui pèse aussi sur l'image, sur la notation de la France et sur les marchés. Mais n'entrons pas dans un scénario. Ça provoque ensuite des conséquences. Il y a un scénario, vous avez parlé de la Grèce, moi je ne crois pas du tout à un scénario grec pour la France, mais enfin, il y a un scénario quand même de spirale, de boule de neige qu'il faut éviter. Mais qui peut se produire dans l'absurde, c'est-à-dire si on décidait de ne rien faire, si on accepte que nos déficits, cette séquence 5-6, 6-2, 6-8, est une séquence que je qualifierais de peu responsable, d'irresponsable même. Mais Michel Barnier le sait, le président de la République le sait, et l'appel que je lance, c'est tout simplement, puisqu'on a parlé de rupture, inversons le cours des choses, entamons enfin la réduction des déficits, maîtrisons notre dette. Pourquoi faire? Pour retrouver des marges de manœuvre. Alors, comment on arrive à ça? Quelle trajectoire? Vous avez oublié la Commission européenne. La Commission européenne, oui, mais justement par rapport à la Commission européenne aussi. Alors, par rapport à la Commission... Et qu'est-ce qu'on doit dire à la Commission européenne? J'ai été commissaire européen, après Michel Barnier, de 2014 à 2019, en charge justement de ce dossier, c'est-à-dire la gestion de ce qu'on appelle le pacte de stabilité et de croissance, autrement dit les budgets des États membres. Et d'ailleurs, à l'époque, on disait c'est très bien d'avoir un commissaire européen français. Là-dessus, oui, parce que ça avait permis une certaine flexibilité. Voilà, c'est plus le cas aujourd'hui. Si, c'est un commissaire européen italien qui est tout aussi flexible. Mais c'est français. Alors, oui, mais il est dans la même orientation que la mienne. Je ne sais pas ce que sera le prochain commissaire européen. Enfin, bon, ça, c'est un autre sujet. Ce que je sais de la Commission européenne, c'est qu'on s'en fait en France une idée totalement fausse. On s'imagine que la Commission européenne est par principe le défenseur de l'austérité, que c'est une institution autoritaire, éloignée des préoccupations des États membres, avec laquelle il est impossible de dialoguer. Rien n'est plus faux. La Commission européenne sait dialoguer avec les États membres. La Commission européenne comprend les États membres. Et ce que je peux vous dire, c'est que la Commission européenne regarde la situation de la France et il ne lui a pas échappé qu'on était dans une crise politique. Il ne lui a pas échappé qu'il y avait des retards. Et donc, il est logique que la Commission européenne accorde un délai à la France, si elle le demande, il semble qu'elle l'ait fait, pour déposer ce qu'on appelle un plan de moyen terme qui, justement, établira cette trajectoire. Ensuite, la Commission européenne, deuxième point, c'est une institution qui n'aime pas qu'on la baratine. Elle veut qu'on lui dise la vérité. Même on fait des promesses à la Commission européenne depuis des décennies. On n'a jamais tenu nos promesses. Arrêtons avec les décennies, parlons juste des années. Depuis quelques années, nous disons à la Commission européenne, et comme président du Conseil des finances publiques, je mets ça en question, nous disons qu'on va passer à 3% en 2027. Soyons réalistes. Vous avez vu cette note de Bercy, que j'approuve complètement. Elle dit assez clairement que pour passer à 3% en 2027,
il faudrait faire 110 milliards d'économies en 3 ans. Et donc c'est infaisable. Alors, c'est toujours faisable, mais politiquement, dans le contexte, c'est quand même très Qu'est-ce que difficile. ça représente 30 milliards et quelques d'économies par an pour les Français? Alors, deuxième chose, c'est socialement difficile, parce que ça voudrait dire quand même qu'on serait obligé de faire des économies très sérieuses sur l'État, sur la sécurité sociale, sur les collectivités. Donc derrière ça, il y a des prestations, il y a des services publics. C'est pas non plus infaisable, parce que tout de même, n'oublions pas la masse de la dépense publique, il y a 57% du PIB dans la dépense publique, mais c'est quand même très douloureux. Et puis, enfin, je pense qu'économiquement, c'est pas justifié, parce que c'est autant si vous retirez 110 milliards d'euros de l'économie, bah oui, c'est aussi des choses qu'on consomme, c'est de l'investissement, et ça veut dire que ça ralentit l'économie, et à ce moment-là, ce ralentissement de l'économie implique du coup qu'on est obligé de faire encore plus d'économies. Donc ça ralentit la croissance. Hein. Voilà. Et ça provoque du chômage. Non, ça ralentit la croissance en tout cas, et c'est pas bon pour l'économie en général. Alors, à partir de ça, je vais vous dire la chose suivante. Je considère qu'il vaut mieux dire à la Commission européenne qu'on ne fera pas 3% en 2027, qu'on les fera, c'est au gouvernement d'apprécier les chiffres en 2028-2029, mais ce qui est très important, c'est qu'il y a une contrepartie. Avant, on disait à la Commission européenne, on va faire 3%, et puis on ne le faisait pas. Il vaut mieux faire l'inverse. Il vaut lui dire, on fera 3% en 2029, mais on va le faire. Autrement dit, ce que doit faire le gouvernement, me semble-t-il, c'est tenir ce langage de vérité. Nous demandons du temps, peut-être, parce que nous en avons besoin. Nous ne voulons pas une politique brutale, trop brutale, et économiquement dépressive. En revanche, nous voulons, et nous vous disons, des réformes qui montrent de manière claire comment on va aboutir à 3%, par exemple, en 2029. Autrement dit, la trajectoire doit être une trajectoire de vérité, une trajectoire véridique. Mieux vaut arrêter de dire 3% en 27 et ne pas le faire, et faire 3% par exemple en 2029, mais en disant précisément comment on le fait. Vous y avez fait allusion, la France a demandé un délai supplémentaire pour l'envoi de son plan à Bruxelles. Vous considérez que c'est justifié, je suppose ? Dans la situation... Écoutez, des délais, il va y en avoir. Je préside ce qu'on appelle le Haut Conseil des finances publiques. Parce que ça devait être envoyé d'ici à la fin du mois. Attendez, je vais être assez précis sur ces sujets. Je préside ce qu'on appelle le Haut Conseil des finances publiques. Le Haut Conseil des finances doit être saisi sur le projet de loi de finances. 13 septembre. Mais le 13 septembre, c'est mercredi. Donc c'est pas possible. Ce serait étonnant. Ou alors on serait saisi sur le projet de budget de Gabriel Attal. Le projet de budget de Gabriel Attal, qui pour moi a le mérite d'exister, mais qui est un peu un squelette. Si on faisait ça, on ne bonifierait pas la dépense publique. D'abord, on la réduirait très peu, d'une dizaine de milliards d'euros, ce qui est trop peu. 10 milliards, oui, mais 10 milliards par rapport à la loi de finances votée, du fait de l'inflation, sans tenir compte des économies faites en cours d'année. Donc, en réalité, ça pourrait augmenter un peu. Et puis surtout, il n'y a pas de réflexion intelligente sur les dépenses publiques qu'on peut couper. Et il fallait faire ça pour dire oui, on s'en occupe. Mais maintenant, ce que j'attends du gouvernement, c'est qu'il présente un vrai budget complet avec des réformes, justement les réformes qu'attend. Et alors, attendez, un vrai budget, parce que le problème aussi, c'est un problème de délai. Quand ? Attendez. Ouais. Donc, le 13 septembre, j'attends. Mais si le gouvernement décidait de décaler la remise au Parlement du projet de loi de finances du 1er octobre jusqu'à une semaine ou 2 semaines après, ça ne peut pas être plus. Pas plus. Non, pourquoi pas plus ? Parce qu'il faut 70 jours de débat démocratique. Et dans la situation actuelle, c'est plus indispensable que jamais. Et il faut que ce soit voté avant la fin de l'année. Donc pas plus tard que la mi-octobre ? Pas plus tard que la mi-octobre. Et là-dessus... que le document demandé par la Commission européenne arrive juste après ne serait pas illogique. Donc ça veut dire vers le 20 octobre ? 20 octobre, j'imagine. Enfin, 20 octobre, Gilbert Bercy, c'est ça mieux que moi. Donc, non, mais c'est intéressant de savoir ce que gagner un petit peu de temps pour avoir des documents de meilleure qualité, pour pouvoir travailler plus profondément, ne me paraît nullement illogique. Dire de manière sincère et véridique pourquoi et comment les 3% seront faits, et à quel moment, ça me paraît aussi de bonne politique. Alors justement, ça veut dire que les 3% soient faits, comme vous dites, il faut faire des économies, réduire les dépenses avant. Quelle réduction d'économies ? Quelle réduction de dépenses ? Première chose, pour réduire un déficit, pardonnez-moi, je vais essayer d'être un peu pédagogique. Oui. Vous n'êtes pas un élève, mais je vais essayer d'être pédagogique quand même. Ah, mais je connais beaucoup moins les choses que vous. Hein. Alors, d'abord, il y a 3 moyens. Ouais. D'abord, vous pouvez augmenter vos recettes. Pour augmenter vos recettes... Augmenter les impôts ? Non, d'abord la croissance. Parce que si la croissance est plus forte, les recettes sont plus fortes. C'est assez logique. C'est un peu là-dessus qu'on compte depuis quelques années. On a une croissance qui est convenable ça en France. Peut marcher, mais pas à tous les coups. Hein. C'est pas ça, surtout, c'est que notre croissance tendancielle est autour de 1%. Ouais. J'espère qu'elle sera meilleure.
Mais disons, on n'est pas un tigre asiatique, Et puis, voilà. et donc ça ne va pas rapporter Et des puis ça dizaines de dépend milliards. aussi de l'environnement international. Enfin, en tout cas, non, mais je retiens comme une chose, il ne faut pas, dans les économies, atteindre la croissance. Il faut que les économies soient des économies intelligentes, qui ne touchent pas à la substance de l'économie productive. Deuxième voie, à ce moment-là, c'est toujours augmenter les recettes, c'est la fiscalité. Alors, Vous savez, le temps passe, il y a 11 ans, vous disiez, je disais ras-le-bol fiscal. ras-le-bol fiscal Parce que- 2013, Bercy. Voilà, j'avais la sensation qu'il y avait dans Ça n'avait pas plu à l'époque, à vos camarades socialistes. peut-être au président de la République, mais c'est moi qui avais raison, pardon de le dire. J'assume complètement. Les couches populaires, les classes moyennes de ce pays ont la sensation, et c'est légitime, que pèse sur eux une charge fiscale très lourde. Nous sommes le pays qui a les prélèvements obligatoires les plus élevés d'Europe. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il ne faut pas s'imaginer que ça concerne les plus riches. Non, au bout d'un moment, les Français se disent « stop ». Ils veulent bien avoir des services publics de qualité, ils ne veulent pas payer trop d'impôts, et honnêtement, ils n'en sont pas Ça privés. peut se comprendre quand même. Mais non seulement je le comprends, mais c'est pour ça que j'ai dit ras-le-bol fiscal. Alors, j'ai à la fois pas changé d'avis et un peu évolué, parce que les contextes évoluent. J'ai pas changé d'avis parce que je crois quand même que ceux qui disent qu'on peut faire des dizaines de milliards d'euros d'impôts, ils se font des illusions, et deux, si on faisait ça, à ce moment-là, on tue l'économie. C'est du côté de l'EFI, éventuellement du Parti Socialiste. Hein. Il y a Voilà. des économies. Et alors donc, quels impôts donc je dis comme. Mais la deuxième chose que je dis, c'est en ça que j'ai un peu évolué, c'est qu'évidemment, le débat fiscal, il est légitime. Dans une période comme la nôtre, s'imaginer que le Parlement ne va pas parler de fiscalité, notamment de justice fiscale, ce serait naïf. D'ailleurs, Michel Barnier a évoqué ce mot de justice fiscale. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être, encore une fois, c'était au gouvernement au Parlement de dire, une part d'impôt. Mais pour moi, il faut s'attendre. Est-ce que vous le souhaitez? je crois que, si vous voulez, la réduction du déficit résultera, au fond, d'un mix de trois options. La croissance maintenue, des efforts fiscaux justes, mais de manière limitée. Limité dans le temps? Non, limité dans le volume. Dans le volume. Et l'essentiel, je dis bien l'essentiel, et donc je vois trois parts. Une part croissance, une part impôt, mais limitée, parce que franchement, il faut éviter de taxer les Français ou de surtaxer les Français. Et troisièmement, des économies en dépenses qui doivent être l'essentiel de l'effort. Ces économies on va parler des économies en dépenses. Ces économies en dépenses, puisque j'ai dit que peut-être les 3% seraient atteints un peu plus tard, étant lissées dans le temps, mais conséquentes, sérieuses. Attendez, Je termine ma phrase. Et correspondant à des améliorations de politique publique et de services publics. On va parler d'abord des impôts. Et ça va toucher qui, ces augmentations d'impôts? Écoutez, alors d'abord, vous savez, comme président de la Cour des comptes, je ne parle très peu d'impôts parce que nous ne travaillons que sur les dépenses. Vous en avez parlé un peu. Ça peut toucher qui? Ça fait partie du débat démocratique. Les particuliers, les très hauts revenus, les entreprises. Vous avez, pour éviter trop de polémiques, je vais reprendre votre idée initiale. Vous avez parlé de la CRIM, la rente intermarginale des énergéticiens. Est-ce qu'il faut trouver un mécanisme pour taxer les énergéticiens? Je ne sais pas, il en est question. On a parlé de surprofit, voilà une deuxième piste. On a parlé de contributions exceptionnelles sur les revenus vraiment les plus élevés pour financer la transition écologique. C'est le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz. Voilà, il y a toute une série de choses qu'on peut faire. Et tout ça, ça peut rapporter combien? Non, mais... Ou ça doit... Je vous donne quelques exemples qui sont dans le débat. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez, dans cette situation politique, il y a un partenaire qu'on oublie complètement. Ça fait 2 mois qu'on cherche un Premier ministre, on va avoir un gouvernement. Mais le Parlement n'est pas réuni. Et une fois que le Parlement sera là, en session, avec sa diversité... Extraordinaire ou ordinaire? Sans doute d'abord extraordinaire, puis ordinaire. Vous souhaitez qu'il y ait une session extraordinaire? Alors franchement, c'est pas du tout de mon ressort. Mais par rapport au délai que vous avez... Ça n'a rien à voir. Ce que je souhaite, c'est qu'en session ordinaire, on ait vite un projet de loi de finances, quitte à prendre une semaine ou 2, mais pas plus. Et à ce moment-là, naturellement, le Parlement dira son mot. Et donc, j'ai pas du tout à suggérer aux parlementaires. Croyez-moi, ils auront assez d'imagination ce qu'ils doivent faire en matière fiscale. Je dis que ce n'est pas un tabou, que ça doit être une partie, à mon sens limitée, je le redis, de l'effort de réduction des déficits, l'essentiel, mais le très essentiel, reposant sur des économies en dépenses intelligentes. Alors, les dépenses, vous avez parlé de dépenses inefficaces. Ça serait quoi et ça pourrait représenter combien de milliards d'économies? Là, vous êtes en train de me demander de faire quelque chose qui n'est pas de mon ressort. Je ne suis pas Premier ministre, je ne suis pas ministre des Finances, je n'aspire pas à l'être. Je sais bon ministre des Finances, j'ai déjà fait ça, mais il y a longtemps.
Il ne faut jamais se baigner 2 fois dans le même fleuve. Mais il y a surtout quelque chose que je sais, c'est que des travaux ont été demandés, ce qu'on appelle des revues de dépenses, à l'Inspection générale des finances, aux inspections générales. La Cour des comptes a 3 rapports qui sont prêts, que je n'ai pas pu remettre au précédent Premier ministre, que je remettrai au prochain, sur les collectivités locales, sur la sécurité sociale, sur les dispositifs de sortie de crise. Après, il y a toute une série de choses qu'on peut faire. Ça va de ce qu'on appelle les dépenses fiscales, aux aides aux entreprises, à l'apprentissage. Vraiment. Les collectivités locales dont vous parlez. Les collectivités locales ne sont pas... Elles doivent contribuer... Tout le monde doit contribuer à l'effort. L'effort doit reposer sur les trois piliers que sont l'État, la sécurité sociale et la collectivité locale. Cela dit, les collectivités locales ne sont pas le premier responsable. Non. Ne faisons pas d'elles des boucs émissaires, pour 2 raisons. D'abord parce que ce serait faux, et ensuite parce que c'est pas là qu'on va trouver... Il faut qu'on avance. Michel Barnier a tendu la main sur les retraites. Le PS et la gauche devraient-ils lui dire chiche? Et puis il reste une autre question dans ce contexte de déficit abyssal. L'abrogation de la réforme des retraites est-elle possible? Là, je suis complètement hors de mon champ de compétences. Non, mais c'est une question que je vous pose. Oui, j'ai bien entendu. Je vous réponds que c'est hors de mon champ de compétences. Oui, mais qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vous réponds que c'est hors de mon Réforme des retraites, est-ce qu'on peut la geler, la suspendre, la bouger? J'ai quitté pour ma part la vie politique il y a 10 ans. Ça ne veut pas dire que je ne suis un citoyen qui n'a plus d'idées. Si vous me demandez par exemple ce que je pense, j'étais un homme de gauche, je suis un homme de gauche. Ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Mais je suis président de la Cour des comptes, j'ai un devoir de réserve et d'impartialité que j'applique rigoureusement. Et donc, ne me demandez pas ce que je pense du PC, du PS, etc. Non, la réforme des retraites, c'est pas important. La réforme des retraites, c'est un autre sujet. La réforme des retraites, il faut la bouger. J'ai dit tout à l'heure... Vous avez entendu ce qu'a dit Michel Barnier, il faut y réfléchir, éventuellement. Oui, l'améliorer, je pense que le Premier ministre a prononcé les mots qu'il convenait. D'abord, il a conscience du fait qu'il y a un débat social, un débat politique sur la réforme des retraites, qui est inabouti. Et donc, il est prêt à lancer une réflexion. À lui de dire de quelle nature est cette réflexion. C'est peut-être une main tendue ou une perche tendue. Ensuite, il faut voir derrière ce qu'il convient de faire. Ce qui est clair, c'est que les paramètres ne changent pas. Et beaucoup de gens disaient, y compris des syndicats réformistes, nous avons besoin d'une réforme des retraites. Pour une raison simple, c'est qu'on le sait, le rapport entre les actifs et les inactifs se dégrade, premier point, et que deuxièmement, on vit plus longtemps. Et contrairement à ce que certains disent, on vit plus longtemps en bonne santé. Et donc il n'est pas illogique que l'âge de départ en retraite s'allonge. Après, les conditions dans lesquelles il s'allonge, qui est-ce que ça concerne? La pénibilité, les autres. Est-ce qu'il faut un âge pivot? Tout ça, ce sont des débats qui étaient là. Et oui, il y aura un débat sur la réforme des retraites. Oui, je crois ce débat sans doute légitime. Je le crois même, à titre personnel, nécessaire. Est-ce qu'il faut pour autant revenir sur l'idée de toute réforme des retraites? Ça, ce serait une faute. Ce serait une faute financière, mais ce serait aussi, me semble-t-il, une faute sociale par rapport à ce qui est l'état réel de nos vies. Sur le pouvoir d'achat, vous en avez parlé au début de cette émission. Est-ce qu'il faut augmenter le SMIC? Est-ce que les 1 600 € proposés par le NFP, c'est plausible, c'est possible? Là aussi, il y a des instances de dialogue, des conférences sociales, du dialogue social. Augmenter les salaires, est-ce que c'est... Ce qui est clair, c'est que je crois qu'en effet, il y a un problème de salaire en France et de pouvoir d'achat. Et de charges? Alors, il est pris de manière étroite ou de manière vaste. On peut traiter la question du SMIC, on peut traiter la question des charges. Il ne faut pas oublier que les salaires sont distribués par les entreprises. Peut-être qu'il y a lieu à un grand débat social. Une grande conférence sociale? C'est une possibilité. Mais je veux dire, pour mon résumé, je crois que, si vous voulez, les 3 questions que j'évoquais, pouvoir d'achat, retraite, finances publiques, sont là. Et qu'elles doivent trouver solution. Ensuite, c'est au gouvernement de dire les solutions qu'il apporte et de le faire pour les 2 premières questions en lien avec les partenaires sociaux, pour la 3e, bien sûr, sous le contrôle du Parlement, parce que c'est le Parlement qui vote le budget, c'est le Parlement qui vote l'impôt. Et il est très important que nous ayons un budget à Noël, un budget qui soit intelligent et un budget qui puisse aussi rassurer et un budget qui marque que nous sommes engagés dans la voie de la réduction des déficits et de la maîtrise de notre dette, parce qu'il est temps de le faire, parce que la situation est sérieuse, parce qu'elle est même préoccupante, et que si nous laissons filer, je renvoie aux chiffres de 6,2, 6,8, etc., alors à ce moment-là, ce sera dangereux. Vous voyez, ma gradation, sérieux, préoccupant, dangereux. Nous sommes dans le sérieux, nous approchons du préoccupant, évitons le danger. Évitons le danger, comme vous dites. Marine Le Pen affirme dans la tribune dimanche d'aujourd'hui que son souhait n'est pas de susciter un blocage, que ce gouvernement sera évidemment sous surveillance et que le président Macron a tenu compte des critères du RN, du Rassemblement national, dans le choix du Premier ministre. Est-ce juste, Pierre Moscovici, de dire que Marine Le Pen est au centre du jeu
et que l'avenir de Michel Barnier est entre ses mains. Est-ce qu'il est sous tutelle? Je lis encore le journal, Mm. je vois des spéculations, des commentaires, des interventions sur lesquelles j'ai, pour ma part, peu d'informations. Et c'est Non, mais pas si ce qui vous me avez passionne. Mais sans doute des avis. alors, je veux dire ce que je pense. Avec beaucoup de prudence et, encore une fois, pas de façon spécialement informée. Nous avons eu en effet une séquence électorale qui a débouché sur cette Assemblée en 3 blocs, qui n'a pas permis de déboucher sur une coalition majoritaire. Il n'y en a pas. Vous dites cohabitation d'ailleurs ou pas? Non, ça on verra. Ça, c'est au Premier ministre, au président de trouver leur façon de fonctionner. Et il est bon, comme le dit Michel Barnier, que le président préside et le gouvernement gouverne. Est-ce que ça ressemble, par exemple, à ce que vous avez vécu en 97? Pas du tout. Hein? Pas du tout, et je vous Est-ce explique que vous étiez pourquoi. ministre de Lionel Jospin Pas du tout. sous Jacques Chirac? Alors, une cohabitation vraie, Ouais. c'est une majorité parlementaire et gouvernementale qui est opposée à la majorité présidentielle. Ça n'est pas la situation, ne serait-ce que pour des raisons. La première, il n'y a pas de majorité du tout. Et la deuxième, dans les soutiens du Premier ministre, il y a le parti du président de la République, Renaissance. Donc on n'est pas du tout dans une cohabitation comme les précédentes, celle de 86, celle de 93 ou celle de 97. Pas du tout. Donc, pour répondre à votre question, ça n'est pas une cohabitation au sens classique du terme. Ensuite, il faudra que le président de la République et le Premier ministre définissent leur façon de travailler. Et il est clair, me semble-t-il, que du point de vue du fonctionnement, ce ne sera pas comme avant. Plus de conseillers partagés, plus de réunions à l'Élysée. C'est-à-dire ce qui se passe depuis 2017. Un Premier ministre qui forme son gouvernement, bien sûr en lien avec le président. Donc ce sera différent. Mais cohabitation n'est pas le mot, en tout cas pas au sens classique du terme. À chacun de trouver le bon. Mais je reviens sur ce que je disais. Donc, nous avons une situation où nous avons donc pas de coalition politique. L'effort a été fait pour la trouver pendant 2 mois, on ne l'a pas trouvée. Et donc ces 3 blocs sont toujours là. Ce qui veut dire que le Premier ministre dispose d'un soutien qui sera sans doute un peu plus important que celui de la gauche, au final, avec l'appui des Républicains. Mais pour ne pas être censuré, il doit recevoir une sorte de laissez-passer D'onction de la place alors, du RN. C'est les mots. Parce que je vous sentais vouloir parler du RN. Oui, de laisser-passer de la part du RN, ça, c'est clair. Parce que s'il y avait une conjonction des oppositions, à ce moment-là, le gouvernement pourrait être renversé. Quelles sont les conditions de ce laisser-passer? Ça, je n'en sais rien. Il est naturel. Je le répète, à titre personnel, je suis un homme de gauche, Michel Barnier est un homme de droite, mais je partage avec lui l'idée que écouter, respecter tous les partis et tous les électeurs. Il dit les électeurs du RN, il dit la France d'en bas aussi. Hein. Ça vous a choqué ou pas qu'il dit ça? Non. Franchement, c'est pas très important. Je viens quand même au fondamental. Écouter, respecter tous les partis et tous les électeurs, ça me paraît naturel. Et si certains ont pu avoir l'impression d'être négligés ou méprisés, il faut sans aucun doute réparer ça. Vous savez, je vais prendre un exemple. Je suis président de la Cour des comptes et je reçois chaque année, pour parler de la situation des finances publiques, les présidents de groupe. Mais les présidents de groupe, tous les présidents de groupe, j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises, tout à fait institutionnellement, tout à fait dans les finances publiques, Madame Marine Le Pen. Je pense qu'il est logique que ce parti, qui est le premier parti à l'Assemblée en termes de députés maintenant, de France, qui était le deuxième, eh bien, ce parti, il y est une discussion. Avec qui ça se passe le mieux? Avec Marine Le Pen ou avec Mathilde Panot? Je ne fais pas de commentaires de cette nature, ça se passe très bien avec tout le monde. Mais la deuxième chose que je voulais dire, c'est que, voilà, on était sur l'onction, sur le laisser-passer. Moi, je parle plutôt de laisser-passer, parce que l'onction, ce serait autre chose. L'onction, c'est une approbation. Donc, quelles sont les conditions dans lesquelles ça se fera? Ça, c'est au Premier ministre de le dire. Il y a une observation que je voulais faire toutefois, c'est qu'il y a un seul vainqueur dans l'élection législative. Un seul. C'est ce qu'on a appelé le Front républicain. Et souvenons-nous qu'au deuxième tour, toutes les forces politiques, je dis bien toutes les forces politiques, se sont, non pas coalisées, mais ont passé des accords de désistement pour faire en sorte que le Rassemblement national n'ait pas la majorité. Donc, il y a une limite, si vous voulez. La limite, c'est la suivante. Écouter, respecter, oui. Suivre ou co-gérer, c'est autre chose. Et s'allier, non. S'allier, il n'est pas question. Non, mais c'est la question que je vous pose. Mais j'ai même dit suivre ou co-gérer, c'est autre chose qu'écouter et respecter. Et ça, c'est le Premier ministre qui, avec son toucher de balle, avec ses valeurs, doit trouver le bon équilibre. Est-ce que la gauche a raison d'annoncer d'emblée une motion de censure? Est-ce que la gauche a raison de dire, et surtout à LFI, que la nomination de Michel Barnier
est un déni de démocratie? Ce sont deux questions. Oui, alors allez-y. Sur la censure, je ne suis pas parlementaire, je n'ai aucune forme d'idée là-dessus. Ouais. Sur le déni de démocratie, on peut comprendre que la gauche, qui est tout de même arrivée en tête du point de vue parlementaire, éprouve déception ou incompréhension. Ça, c'est pas illogique, c'est la nature humaine, et peut-être y aurait-il pu avoir d'autres options que celles qui finalement été choisies. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est le déni de démocratie. Je ne parlerai pas de déni de démocratie. Vous parlez de quoi? Pour une raison très simple, c'est que la gauche était arrivée en tête, mais elle n'avait pas la majorité, pas davantage que le centre et la droite, pas davantage que le Rassemblement national. Donc, le président de la République, à partir de ça, il a pris un parti, il a pris une position, il a choisi de nommer un Premier ministre de droite. Ce Premier ministre de droite a besoin, c'est vrai, d'avoir le laissez-passer du Rassemblement national sans s'allier avec lui, mais il faudra voir justement quels sont les rapports entre les uns et les autres. Ça, je crois que c'est très important que des distinctions soient marquées, que le Front républicain ne soit pas oublié. Voilà, déni de démocratie, non. Déception peut-être du point de vue de la gauche. Mais ne confondons pas une déception qui est compréhensible et de leur point de vue légitime, peut-être, avec la remise en cause des institutions. Le président de la République a joué son rôle à sa façon et il aboutit à ce résultat. Donc, le nouveau front... qui n'était pas inévitable, mais qui est celui, vous me demandez si c'était l'homme de la situation, en tout cas, c'est le résultat de la situation. Le nouveau Front populaire n'a pas gagné. Je vous ai répondu. Hein? Et par ailleurs... Le seul vainqueur, c'est le Front républicain. Je redis de ne pas l'oublier, parce qu'il serait quand même paradoxal, en effet. J'ai lu l'interview de Mme Le Pen, qu'on la respecte et l'écoute, qu'on dialogue, oui. Le Rassemblement national n'est pas le maître du jeu. Le Rassemblement national n'a pas gagné les élections législatives. Que vous inspire la manifestation d'hier pour la destitution d'Emmanuel Macron à l'initiative de LFI? Je crois que vous avez répondu. Non, mais pas précisément à ça. J'étais en Italie hier. Oui, mais vous avez vu ce qui s'est passé. Et en général, je ne manifeste pas. Est-ce que Emmanuel Macron est un usurpateur, comme le dit... arrêtons tout comme ça. l'accuse Mélenchon. Emmanuel Macron est le président de la République française. Il a été élu en 2017, il a été réélu en 2022. Il a la légitimité de cette élection. On peut l'approuver ou le désapprouver, on peut le contester ou pas, on peut le combattre ou le soutenir. Tout ça, c'est la politique. Mais à part ça, des mots grandiloquents n'ont pas de sens. Enfin, le mot usurpateur supposerait qu'il soit installé par je ne sais quel coup de force. C'est pas le cas. Il a été élu par les Français. Il a été question de coup de force hier dans cette manifestation. Mais je vous réponds. Je n'ai pas utilisé ce mot totalement par hasard. On sent chez Mélenchon une haine à l'égard d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça vous choque? Mais je ne veux pas du tout commenter. Attendez, est-ce que c'est d'ordre politique ou d'ordre psychiatrique? Arrêtons avec ça aussi. Non, mais je vous pose des questions. Écoutez, ma mère était psychanalyste, sans être psychiatre. Moi, j'ai très peu de compétences en la matière. Ouais. Mais vous avez des compétences politiques et économiques, financières et budgétaires. J'espère, mais psychiatrique, c'est pas mon rayon. D'accord. Anne Hidalgo. Si on commence à psychiatriser tous les hommes politiques... Et les journalistes aussi. On va écrire beaucoup de livres. Et les journalistes aussi. On disait toujours que pour être un grand homme politique, il faut une forme de folie. Voilà, mais entre la folie douce et la folie psychiatrique... Ne brodons pas. Voilà. Anne Hidalgo, elle estime que le PS, vous faisiez allusion à ça tout à l'heure, donc elle estime que le PS a empêché la nomination d'un Premier ministre de gauche, en l'occurrence Bernard Cazeneuve. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le PS n'a pas démontré, une fois de plus, une fois de trop, qui n'était plus un parti de gouvernement? Je ne suis plus au Parti socialiste. Non, je suis toujours de cœur un homme de gauche et un socialiste. Je ne suis plus au Parti socialiste. Je commande pas. Non, ça franchement. La soumission du PS à LFI, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vais pas commenter non plus. Non, vous ne pouvez pas commenter? Mais non. Mais vous l'avez constaté? Non plus. Non plus. Non, écoutez, franchement, tout ça, vous êtes loin de ça. Non, je ne suis pas du tout loin, ça m'intéresse, ça me passionne, je pourrais vous en parler pendant 3 heures, mais pas dans ma fonction d'aujourd'hui. La seule chose que je sais, c'est qu'il faut arrêter ce genre de mots. Tout est... Aujourd'hui, dans le débat public, on est dans des simplifications, des brutalisations de toutes sortes, qui aboutissent à une réduction du débat et à un appauvrissement. Vous avez parlé de destitution. Pardon. C'est pas moi qui en parle, mais... Oui, mais vous avez dit ce mot. Ouais. Voilà, il n'y a pas de déni de démocratie non plus. Il y a des complexités, il y a des choix qui pouvaient être différents. Vous me parlez de psychiatrie, vous me parlez d'usurpateur, et maintenant vous me parlez de soumission du PS aux insoumis. Rien de tout ça n'est vrai. Non, pardonnez-moi de vous le dire. Alors je regarde la scène politique. Quoi qu'on en dise, ce sont 2 partis alliés. Mais le Parti socialiste et les insoumis,
c'est très différent, et j'allais dire heureusement. Heureusement. Ouais, heureusement, quand je vous entends dire ça, je me dis, vous pensez heureusement que le Premier ministre n'est pas un membre du NFP. Non. Non, par rapport à son Je programme. répondais Non. juste à votre Ouais, question. d'accord. Qu'est-ce qui peut faire le plus de mal à la gauche et au-delà de la France? Ce que Robert Badinter appelait la lepénisation des esprits ou la mélanchinisation des esprits? Non, vous voulez pas. Non, si, je veux vous dire les choses. Ouais. Vous savez, ce qui est drôle, mais ça je parle comme observateur, presque comme entomologiste, on zigzague beaucoup. Je veux dire, avant les élections, c'était ni LFI, ni RN. Entre les détours, c'était tous contre le RN avec le Front Républicain. Après, c'est ni LFI, ni RN. Et maintenant, on arrive presque au RN plus que LFI. Frédéric Aziza, il faut être constant. Il y a eu un Front Républicain. Ce Front Républicain répondait à quelque chose. La réponse est là. Michel Barnier. Oui. Michel Barnier, une dernière question le concernant. Vous l'avez vu arriver à Matignon, vous l'avez entendu. Vous croyez qu'il peut être candidat? Qui pense à ça, candidat en 2027? Vous le connaissez bien. Je vois sourire, je suis sûr que vous y pensez. Joker. Non, vous y pensez ou pas pour lui? Joker. Quand on dit Joker, ça veut dire qu'on pense oui, mais on ne veut pas le dire. Hein? Je pense que Michel Barnier est un homme très pondéré, un montagnard, un homme raisonné, qui n'a pas cette folie douce pour le coup, ou cette obsession. Mais il y a pensé beaucoup dans sa vie. Et comme tout le monde, quand on arrive à Matignon, il ne se pose pas la question demain, mais il se la posera peut-être un jour. Ceux qui s'imaginent qu'il ne pense qu'à ça ont tort. Ceux qui s'imaginent qu'il n'y pense pas du tout n'ont pas raison. Donc il peut être candidat en 2027. Hein, ça peut être une surprise. Alors 2027... Ou avant. Ah, vous pensez aussi à une présidentielle anticipée? Non, ce que je veux dire, 2027, c'est encore loin. C'est encore loin. On va faire un peu d'histoire. Histoire qui remonte à un an. J'aime beaucoup. Depuis le programme du Hamas du 7 octobre, c'est-à-dire depuis 11 mois, la stratégie de LFI a conduit à une remontée exponentielle de l'antisémitisme. Jérôme Gage, qui a été la cible de Mélenchon à travers des propos au relent antisémite, l'a accusé, c'était ici même, donc il y a une semaine, d'utiliser une sémantique qui n'a rien à envier à celle de l'extrême droite des années 30. Il a raison ou pas? Mais vous avez aligné... Et je vous réponds à cette question parce que j'ai envie que vous y répondiez. Vous avez aligné une collection de phrases qui mériterait chacune un commentaire. Il y a une remontée d'actes antisémites en France qui est incontestable. Incontestable. Et tous ceux qui n'ont pas reconnu le caractère terroriste, odieux, pogromique de l'acte commis par le Hamas le 7 octobre, ceux-là sont dans un déni de la réalité historique et humaine. Et je considère que c'est une faute de ne pas avoir été clair à ce moment-là. C'est une faute de ne pas être clair aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les propos qui ont été tenus par Jean-Luc Mélenchon et d'autres, je pense à Rima Hassan par exemple, sont des propos qui me choquent et qui peuvent choquer. Même si, dans le même temps, ce qui se passe à Gaza choque la conscience humaine. Et si chacun sent que ce que fait le gouvernement Netanyahou, ou à peu près chacun, peut être et doit être remis en cause également de manière très sévère. Voilà. Ça, c'est des faits sur lesquels je m'appuie. Deuxième chose, est-ce qu'on peut dire pour autant que LMFI est structurellement un parti antisémite et que LFI seul est responsable de la montée de l'antisémitisme en France? Je pense que ce n'est pas exact non plus. Mais la question de ce que disait Gage la semaine dernière. Mais je ne commente pas les propos de Jérôme Gage, je vous donne les miens. Ouais. Voilà ce que je crois très exactement. Et donc je pense que dans ce débat-là, comme dans tant d'autres, il faudrait réintroduire un peu de raison, un peu d'intelligence, un peu de sérénité, dire les choses comme elles sont, plutôt que de se lancer des anathèmes et des formules trop simples. Des anathèmes, vous en avez été la cible. Bien sûr. Hein, et mars 2013, oui. vous vous souvenez? Oui, tout à fait. Peut-être que nos auditeurs ne s'en souviennent pas. Vous avez été la première cible de Mélenchon à travers des propos au relent antisémite, il faut le dire. Hein. Et vous avez ciblé en ces termes, il vous parlait de vous, ce petit, entre guillemets, intelligence, enfin, tout ça, entre guillemets, petit intelligent, qui a fait l'ENA et qui ne pense pas français, qui pense finance internationale. Oui, j'avais d'ailleurs dit à l'époque que je trouvais que ce propos est des relents antisémites. Ouais. Je le pensais, je le pense toujours. Ça vous avait fait mal à l'époque?
Et 11 ans après, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, franchement, j'ai le cuir plus dur que ça. Ouais, mais quand même. À l'époque, il était proche. J'atteins moi aussi un certain âge. Ouais. Et si chaque fois que je rencontre un antisémite, voilà. Donc Mélenchon est antisémite, si vous dites à chaque fois que je Non, rencontre un antisémite. un propos antisémite. Ouais. Je me formalisais. Ouais. Est-ce que Mélenchon est antisémite ou pas? Vous parliez tout à l'heure de psychologie, je ne vais pas creuser. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait très bien utiliser cette rhétorique quand ça l'arrange. Quand ça l'arrange, pour des raisons électorales. Pour plaire Pour des à raisons un politiques. électorat omnibulé par la haine d'Israël et des Juifs. Pour des raisons politiques. Dernière question, au passage, en première ligne de la manifestation de LFI hier à la Bastille pour la destitution d'Emmanuel Macron. J'ai vu un groupe de militants d'Euro-Palestine qui scandaient des slogans comme Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza, Israël assassin, Macron complice ou libérer la Palestine, toute la Palestine. Qu'est-ce que ça vous inspire? Varsovie, Treblinka, maintenant Gaza. Ce sont des excès choquants, mais aussi un peu grotesques. Et encore une fois, il ne faut pas jeter tout le bébé avec l'eau du bain. La société française, elle est plus complexe que ça. C'est pour ça, ce que je voulais vous dire, qu'incontestablement, certaines positions politiques est alimentée de l'antisémitisme, c'est sûr. Pour autant, ceux qui le fassent, je ne parle pas de ces militants-là, mais des partis politiques soient structurellement antisémites, c'est une autre chose. Et une troisième chose, c'est de savoir si c'est la seule cause de l'antisémitisme en France. Et là, non. Ne Et on le sait depuis des siècles. Et on le sait depuis des siècles et des siècles, depuis des millénaires même. Des millénaires et pas seulement en France. Absolument. Merci en tout cas Pierre Moscovici Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. À dimanche prochain. À dimanche prochain sans moi. Mais voilà. Bonne fin d'après-midi. Je disais